Bienvenue à ce 10e printemps des études. On va démarrer tout doucement. La salle est bien pleine. Je me présente, je suis Thomas Aruba, CDO, directeur du digital chez Kantar Media France. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné d'Isabelle Veignon, à ma gauche, qui est déléguée générale marketing du SNP TV. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Et on va tenter de vous faire comprendre l'évolution de la consommation du média télé, ainsi que ses enjeux publicitaires. Et on va se donner 3/4 d'heure avec les 15 minutes de la fin pour vos questions auxquelles on va essayer d'apporter un maximum de réponses. En guise d'introduction, je vous propose tout de suite de visionner la toute première publicité télé jamais diffusée en France, qui a été diffusée juste après le JT de 20h. C'était un 1er octobre 1968. Alors moi, ça ne me rajeunit pas parce que je n'étais pas là. Du coup, je vous laisse sans plus attendre découvrir cette création qui s'intitule L'Insomniaque. Une publicité donc qui aura le 1er octobre, donc dans quelques heures, déjà 54 ans. Du boursin, 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 du boursin. Saveur d'une pointe d'ail, herbe du jardin, véritable ail et fines herbes. Voilà, en guise d'introduction, cette publicité pour un produit bien connu de tous et qui est encore commercialisé. On voit que les pistes créatives ont changé en 54 ans. Et pour l'agenda d'aujourd'hui, donc je vous propose de passer donc en revue les 4 points qu'on va aborder ensemble. C'est le quid du média télé. Ensuite, on va enchaîner avec les nouveaux usages en termes de télévision, les nouveaux modes de commercialisation de la publicité. Également des mesures en termes d'efficacité, avec des comparatifs. Une annonce exclusive aujourd'hui qui est la nouvelle veille de l'IP Télé Replay que Kantar lance. Et en dernier, 4e point, l'avenir du marché de la vidéo. Hop. Donc, on commence par le commencement. Quid du média télé aujourd'hui? Vous découvrez ici, que vous pouvez prendre en photo si vous le désirez, les quelques données qui ont été annoncées lors de la présentation des résultats du BUMP, le baromètre unifié du marché publicitaire, qui a été réalisé avec 3 partenaires, donc Kantar, évidemment, l'IREP et France Pub. Les résultats du premier semestre 2022 donc, ont été présentés il y a quelques jours. L'événement a eu lieu le 15 septembre dernier. Et si on a quelque chose à retenir ici, c'est quelques insights au sujet de la télé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder à l'ensemble de ces résultats détaillés en replay sur notre site kantar.com, évidemment. Donc on regarde ici en haut à gauche, 1 726 millions. Ça, c'est le montant des recettes publicitaires en net. Il s'agit des montants déclarés par les régies médias et qui sont recensés par l'IREP sur S1, donc le premier semestre de 2022, et qui équivaut à plus 3,3% quand on compare à 2021, le premier semestre, et une croissance de 0,7 quand on le compare avec S1 2019, quand on se positionne en pré-Covid. Donc on voit que c'est un média qui a dépassé les niveaux d'avant-crise. Et concernant la durée, ici, au milieu, le chiffre qu'on retient ici, c'est le plus 10,2% qu'on compare à S1 2021, qui est également plus 1,5% si on le compare pré-crise. Et ça, c'est une durée qui est monitorée par nos services chez Kantar. Maintenant, sur le côté droite de ce slide, si on compare la télévision aux autres médias, on observe que les recettes publicitaires nettes représentent pas loin d'un quart du total média pour 4,2% du nombre total des annonceurs. La télé toujours. Donc on est toujours sur les données du BUMP, le baromètre unifié du marché publicitaire. Ici, en haut à gauche, le nombre d'annonceurs sur le premier semestre, 2150, qui est en progression par rapport à S1 2021 de 2,8%, mais encore plus notable, en progression de 4,6% quand on le compare toujours en pré-crise au premier semestre de l'année 2019. Donc on observe des indicateurs extrêmement positifs. Les secteurs prioritaires de la télé, on le voit ici en haut à gauche, c'est l'alimentation, la distribution
et la beauté qui sont dans le top 3 sur le podium, alors qu'au niveau global du marché publicitaire, le top affiche un podium très différent, c'est-à-dire la distribution toujours en pôle position, mais suivi de près du secteur de la mode et de celui de la banque et de l'assurance. Voilà, le troisième enseignement ici qu'on constate, c'est que les pure players sont extrêmement actifs en télé. Donc ce que nous, on en déduit, c'est qu'ils ont compris depuis bien longtemps que le média télé permet d'asseoir la notoriété d'une marque, de ses usages, tout particulièrement en période de lancement. Ces derniers, donc les pure players, on observe qu'ils sont présents dans tous les secteurs avec des progressions qui peuvent aller jusqu'à plus 684%. Mais ce qui est particulièrement intéressant à noter ici, c'est que lorsqu'on observe des acteurs de la SVOD qui sont Netflix, Amazon Prime ou Disney+, on constate leur présence en publicité linéaire, en télé directe du coup. D'ailleurs, Isabelle, je pense que tu peux nous apporter quelques éclairages sur ces chiffres. Avec plaisir, parce qu'effectivement, c'est une tendance de fond qu'on observe déjà depuis de longues années, alors notamment avec le premier acteur donc, de SVOD qui était Netflix, et qui est toujours Netflix. On a vu donc, ces investissements en télévision donc, progresser beaucoup d'année en année, donc, pour être un acteur donc, maintenant majeur donc, sur la télévision. Et ce qu'on observe, c'est qu'en 2021, Amazon donc était le 8e acteur, donc annonceur sur l'ensemble des acteurs en télévision, Disney Plus le 17e et Netflix le 148e. Et en 2022, donc sur le premier semestre, on a Amazon donc, qui arrive en 4e. Donc on voit bien que Amazon, donc, qui est un peu plus récent comme acteur, a besoin de communiquer encore plus intensément donc pour faire connaître ses offres et générer évidemment des souscriptions. Disney Plus remonte aussi dans le podium et arrive à la 13e place, au 13e rang. Et on a Netflix pour l'instant donc, qui est assez loin, puisqu'il est au 391e rang donc, des annonceurs. Mais comme on connaît l'actualité qui est très chargée donc, des médias en cette rentrée, on sait très bien que Netflix va massivement communiquer donc, sur le dernier quadri pour annoncer notamment ces nouvelles offres dont on parlera tout à l'heure, Thomas. Tout à fait. Merci Isabelle. Je te passe la parole ici pour l'aspect de la télé qui concerne l'audience, si oui. Tu veux bien. Je veux bien, puisque donc tu as montré donc le bump montre encore donc une progression de 3,3% sur les investissements en net, donc ce qui est quand même très important encore et ça montre une certaine stabilité donc voire progression, mais on voit qu'en termes d'audience, les audiences restent quand même assez puissantes. Et c'est extrêmement intéressant puisqu'on entend régulièrement qu'on ne regarde plus la télé, donc c'est assez faux, puisqu'on voit qu'on est 44 millions, donc là on est sur le S1 2022, donc sur le premier semestre, on est 44 millions de Français âgés de 4 ans et plus à l'écoute du média sur une journée moyenne de l'ensemble du premier semestre 2022. Donc ça montre bien la force de frappe, qui est pour l'instant inégalée, en moyenne donc chaque jour. Et c'est aussi vrai donc, sur le Prime. Alors là, le Prime, on le fait démarrer donc, de 18 à 23 heures, puisqu'effectivement, le Prime se grossit également. Et là, on est 38 millions, plus de 38 millions, donc de 4 ans et plus, à être à l'écoute du média sur la tranche du Prime Time, qui, comme vous le savez, donc, est une tranche vraiment cruciale, puisque c'est là donc, qu'on va générer le plus d'écoute, mais aussi engranger donc, le plus de recettes publicitaires. Donc c'est vraiment des audiences encore très très puissantes. Tu peux passer. Oui. Pour aller plus en détail et puis voilà. Et plus en détail, donc on voit que la durée d'écoute donc sur l'année 2021, donc là vraiment sur une année pleine, on arrive à 3h41, donc toujours sur 4 ans et plus. Et on voit qu'en 2001, donc nous étions à 3h17. Donc on voit que c'est une durée d'écoute donc, qui a continué de progresser, donc pour vraiment être maximale avec 3h58 en 2020, mais ce qui ne vous étonne pas, puisque c'était l'année du Covid. Et comme vous le savez, donc, toutes les audiences ont été extrêmement performantes, et donc une durée d'écoute inégalée pour l'instant à 3h48. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que l'on voit qu'en 2021, donc à 3h41, on a repris un niveau donc, équivalent, voire même un petit peu supérieur à l'année donc, avant crise, c'est-à-dire 2019. Donc ça, c'est extrêmement intéressant en termes de tendance.
Et avec une durée d'écoute de différé donc, et d'enregistrer et de replay de 13 minutes, plus de 13 minutes en moyenne pour l'ensemble des Français. Pour comparaison, vous avez donc la durée de consommation sur les réseaux sociaux qui est en moyenne de 45 minutes. Alors Thomas, évidemment, 45 minutes, c'est une moyenne qui écrase bien évidemment donc d'autres consommations beaucoup plus importantes, puisque par exemple sur les 25-49 ans, qui est une cible qu'on affectionne particulièrement en télévision, on peut arriver jusqu'à 52 minutes de consommation en moyenne par jour, donc des réseaux sociaux. Donc c'est 45, voilà, c'est une moyenne, et on est à plus de 2 heures sur des cibles jeunes telles que les 15-24 ans. Voilà, donc les audiences restent quand même assez fortes, mais on voit avec des progressions et des temps de consommation, notamment sur le replay, qui sont importantes. Si on prend l'ensemble de la journée et que l'on regarde donc, pendant que le téléviseur donc, est on, est allumé, donc on a toujours cette durée d'écoute de 3h41, donc qui est quand même extrêmement forte, mais on voit également que maintenant on a 50 minutes où on va faire d'autres choses avec son téléviseur. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va consommer justement du jeu vidéo, de la SVOD, donc c'est-à-dire de la VOD donc à laquelle on a souscrit. On peut aller regarder le guide des programmes, on peut être sur des plateformes vidéo, visionner ses propres films ou photos personnels et accéder aussi à des applications donc, qui sont natives dans son poste de télé, son smart télé. Donc c'est un temps de consommation aussi qui est important, 50 minutes, qui va s'ajouter donc à ces 3h41. Et on voit d'ailleurs que dans le temps, si on observe aussi avec d'autres études de médiamétrie, notamment la Media in Life, en fait, on va accumuler de plus en plus de points de contact avec tous les médias. C'est un petit peu un millefeuille. Et on va être de plus en plus multitasker et consommer des médias en même temps. Et ça, ce n'est pas uniquement l'apanage des jeunes populations, mais de plus en plus aussi de personnes plus âgées consomment de plus en plus de médias digitaux en même temps que des médias plus classiques. Et la télévision, elle se diversifie, bien sûr. Et on va être en moyenne, donc 3,7 millions de Français, à regarder en moyenne par jour la télévision sur un écran Internet, alors qu'il soit mobile, donc tel que son téléphone, une tablette, ou alors un écran fixe d'ordinateur. Et on va aussi avoir des usages de SVODistes qui vont être assez intéressants sur l'écran principal, donc dit l'écran traditionnel, puisqu'on va être en moyenne donc quasiment 9 millions à consommer de la SVOD sur son écran principal de télévision. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a le confort d'écoute. Bien sûr, c'est un écran qui est beaucoup plus grand, donc on va savourer, on va dire, beaucoup plus son programme. Et puis aussi, c'est parce que c'est un programme de partage, un écran de partage, pardon, et on va pouvoir consommer ces programmes à plusieurs. Et ça aussi, c'est une force de frappe donc pour la télévision, puisqu'elle permet effectivement cette écoute à plusieurs. Merci Isabelle. On va regarder maintenant au niveau des usages de la télévision, enfin du téléviseur en tant que device. Alors ici, on va regarder donc ensemble comment les comportements des Français évoluent sur ces dernières années, comment la distribution donc, du contenu va s'adapter à la consommation délinéarisée et comment derrière la publicité vient trouver sa place dans ces nouveaux emplacements et multiples contrats de lecture. Du coup, ici, pour bien comprendre toutes les distinctions, Isabelle, est-ce que tu veux bien nous donner quelques définitions afin qu'on puisse tous parler de la même chose ? Parce que c'est très très complexe. Et une mauvaise définition est vite arrivée. Donc pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, qu'il y a beaucoup de VOD, du A, du S, du T, hybride, direct, segmenté, replay, c'est à en perdre son latin. Apporte-nous un peu de lumière, s'il te plaît.
Merci Topa. Effectivement, c'est des acronymes un petit peu barbares et c'est important de bien les définir pour savoir de quoi on parle. Et effectivement, donc on a pris soin, notamment avec l'IAB et la F2M, par exemple, de bien définir donc, les Smart TV ou la télé connectée. Donc je vais commencer par celle-là. Donc c'est une télévision donc, intelligente qui est connectée directement donc, avec Internet, donc qui ne nécessite pas de box raccordée, qui bénéficie donc de son propre système d'exploitation et qui lui permet de proposer donc le même type de fonctionnalité qu'un smartphone. L'IPTV, donc c'est la diffusion d'un programme télévision sur un réseau contrôlé donc par l'opérateur utilisant le protocole Internet Protocol, donc l'acronyme IP. Et la différence donc avec l'OTT, l'over the top, donc c'est que l'IPTV va utiliser la même infrastructure Internet, mais avec une qualité de service qui est assurée par la réservation d'une bande passante qui lui est vraiment dédiée. Donc il s'agit par exemple des programmes que l'on va consommer en linéaire, c'est-à-dire en live, diffusés donc par les box opérateurs, mais aussi de la télé de rattrapage, donc que l'on appelle aussi catch-up, comme rattraper ou replay. La télé segmentée, une petite définition aussi rapide à ce stade, donc c'est la diffusion de messages publicitaires différenciés donc au cours d'un même flux linéaire de programmes selon l'appartenance des téléspectateurs à des segments de cibles selon leur géolocalisation, profil socio-démo, comportemental, etc. L'OTT, lui, donc, va désigner un service de distribution de contenu via Internet. C'est Netflix, c'est Amazon Prime, ou encore Hulu, Canal Play, l'Apple TV, donc, qui sont des acteurs principaux que vous connaissez tous de cette technologie donc, dite de contournement. Et ils vont rendre donc accessible du contenu vidéo directement sur leur propre plateforme sans passer par un FAI, donc un fournisseur d'accès Internet. Je pense que j'ai tout dit. Il y a un théorie écrite à la sortie. Tout ce qu'il faut. Qu'on parle bien tous de la même chose, parce que c'est vrai que c'est très complexe, mais en même temps, derrière, quand on met des marques dessus, on est tout de suite beaucoup plus à l'aise. Et même quand on se réfère à son propre comportement ou à celui de nos proches. C'est pour ça qu'ici, moi, ça me permet, grâce à nos données de notre étude référente TGI, on a dressé donc, des personnes à cœur de cible pour chacun des types de services dont Isabelle vient de donner les définitions avec brio. À titre de rappel, et pour les néophytes dans la salle, TGI, Kantar TGI, c'est l'étude média-marché de référence ici qui permet de mieux connaître les consommateurs donc pour les marques et leurs audiences. C'est également l'étude de référence qui permet de savoir quels sont les médias consommés par les prospects et clients d'une marque. C'est une étude qui est réalisée en France donc, sur un échantillon de 15 000 Français de 15 ans et plus, 2 fois par an, et qu'on interroge donc au travers d'un questionnaire. Par exemple, pour la France, c'est ce que je viens de vous dire, c'est donc 15 000 de 15 ans et plus, 2 fois par an. Donc cette donnée TGI, elle apporte une vue unique et vraiment complète autour du consommateur, avec des insights sur la socio-démo, savoir ce qu'un consommateur achète, ce qu'il a consommé, savoir quels sont ses usages de consommation média, que ce soit du online, du offline, et ce vraiment autour de l'individu, vraiment 360. Cette étude, elle permet donc de comprendre comment les consommateurs vont décider, passer à l'acte d'achat, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les influence, quel est leur style de vie, et ça, c'est à travers plus de 1000 phrases d'attitude et d'opinion. Donc, grâce à TGI, on comprend mieux, on profile, on segmente des cibles pertinentes au travers de plus de 60 000 variables qui couvrent l'ensemble du comportement conso online et offline. Et ces données vont être utilisées dans une logique soit d'insight, soit pour de l'enrichissement. Alors attention, encore un peu d'acronyme, en CRM, en DMP, pour faire de l'activation média et de l'achat programmatique. Du coup, à gauche ici, en télé, l'étude Kantar TGI nous apprend que les personnes qui regardent la télé en direct, elles sont à 55% pour elles des femmes qui ont plus de 50 ans. Ici, quand on cherche à lire l'indice 133, ça veut dire qu'il y a 33% de plus de surreprésentation par rapport à la moyenne 100 de personnes donc, qui ont cet âge-là, enfin qui ont plus de 50 ans. Ici, avec un fort indice à 145, qui sont des personnes retraitées, et dites family first. Chez nous, ça c'est un item qui vient chercher l'équilibre, le bien-être en famille. Ça, c'est pour la télé en direct sur le côté gauche. À droite, ici, quand on va parler du replay,
donc la pige que je vous annonçais tout à l'heure, on est toujours sur une population féminine, 54%, beaucoup plus jeune et de manière très forte, 153 ici l'indice, sur du 25-34 ans. CSP+, 123, donc un indice fort également, avec des attitudes home sweet home, qu'on appelle le cocooning, avec 132 en indice. Ego leader ici, donc c'est-à-dire une personne passionnée qui aime prendre des risques, à 164. Donc vraiment très très fort sur cet item. Quand on regarde maintenant ce qu'Isabelle appelle les OTT, over the top, Netflix et Canal+, pour en prendre deux, on observe que chez Netflix, on est plutôt sur une population femme à 53%, quand chez Canal+, ça va être 55% et des hommes. Que sur l'indice, au niveau de la représentativité de l'âge, on est sur du 15-34, donc très jeune, à 159, versus plus âgé, enfin pas plus âgé, mais en fait moins jeune, de 25 à 34 ans avec un indice 145 chez Canal+, plutôt des étudiantes, du coup, avec un indice 150 qui est fort, et des CSP+, à 131 chez Canal+, ici. 135 et 170 respectivement pour l'ego leader, donc ça c'est un point que les personnes partagent, avec Canal+, quelque chose de supplémentaire qui est l'esprit glamour, le besoin d'être remarqué, qui lui a un indice de 165. Tout de suite, on va passer, Isabelle, si tu le veux bien, à la mesure, mais à la mesure d'efficacité. Quand on parle de publicité, comment est-ce qu'une marque s'y retrouve par rapport à la contribution? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on lit ces cercles? C'est très joli cercle. Donc, nous enseigne d'abord une chose. Donc, on a vu la pige donc, que vous réalisez avec l'IREP et France Pub donc, sur les investissements. On a vu donc, des données d'audience, donc de performance du média. Et ici, donc, je vous propose de nous arrêter 2 secondes donc, sur l'efficacité sur les ventes des médias. Donc, c'est extrait d'une étude que l'on a réalisée avec notre partenaire Equimetrix pour la 2e année consécutive, donc, qui est parue l'année dernière. Et donc, qui va nous enseigner à travers ce mapping qui est très simple en réalité donc, à comprendre, donc, de voir la position donc, de tous les médias que vous voyez donc, visualisés par des cercles. Et vous avez donc en ordonnée les ROI, donc c'est le Return on Investment, et vous avez en abscisse la contribution aux ventes, sachant que la taille des cercles représente le poids des investissements de ces mêmes médias. Et alors, ce que l'on observe, c'est que donc, la télévision donc, est vraiment extrêmement à droite et très importante, puisqu'elle a un ROI de 5,2, si ma mémoire est bonne. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important, 5,6, pardon. Une contribution aux ventes de 40% pour un investissement média, un poids de la télévision versus les autres médias, à 31%. Alors, c'est important de s'arrêter 2 secondes puisqu'on parle beaucoup d'économétrie. D'ailleurs, j'ai vu que l'IREP était aussi dans la salle et on a réalisé une vidéo à ce sujet pour expliquer donc, les fondamentaux de l'économétrie et vraiment pour bien la comprendre. Et on a des termes donc, qui sont un petit peu, encore une fois, peut-être un peu barbares. Et le ROI, donc, c'est vraiment pour 1 euro investi en médias, combien je récupère en multiplicateur donc, de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même relativement simple. La contribution aux ventes, ça va vraiment être la contribution du média parmi les autres médias sur les ventes incrémentales donc, générées pour la marque. Donc là, on voit qu'elle est à 40% donc, pour la télévision. Et ce qui est important, c'est que ces indicateurs donc, de ROI économétrique, ces indicateurs économétriques donc, de ROI et de contribution sont vraiment à prendre ensemble, puisque isolément, donc, ils perdent beaucoup en signification. On peut avoir un ROI donc, très élevé avec une faible contribution aux ventes, ou inversement une grande contribution aux ventes et un ROI plutôt faible. Donc, c'est pour ça que la télévision reste une très bonne affaire dans ce sens. Et je voulais donc vous dire en... Tu veux revenir sur ça? Non, du tout. Oui. Et alors en quelques chiffres, donc on a 40% de contribution aux ventes donc avec la télévision, un ROI donc de 5,6, une synergie. Là aussi, je m'arrête 2 secondes. Donc une synergie que va apporter le média télévision sur l'efficacité des autres médias, donc tels que la radio, l'OH, la presse, etc., d'environ plus 15%. C'est-à-dire que la télévision, avec son effet de halo assez important, va aussi booster l'efficacité
des autres médias. Un seuil de saturation élevé, c'est-à-dire que la persistance des effets donc, de la communication sur les ventes de la télévision va être plus longue avec ce média-là qu'avec les autres médias. Et un ROI aussi, alors là, il faut le noter parce qu'on en parle assez peu, le média télévision est beaucoup moins cher en France qu'ailleurs et permet aussi d'avoir un ROI supérieur, donc d'en moyenne, plus 20% par rapport au G4, avec le UK, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Tu nous as parlé de télé segmentée tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc la télé segmentée, donc d'abord c'est vraiment nouveau. Donc on a eu un décret qui nous permet maintenant donc de pouvoir adresser des campagnes en publicité segmentée. Donc un décès d'août 2020. Donc on va dire réellement que l'année 2021 a été l'année test. Hein. Voilà, la première année. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a un cadre légal donc, qui ne nous permet pas en télé segmentée donc, de se trouver dans ou autour des programmes donc, qui sont dédiés à la jeunesse. Pas d'indication possible d'adresse précise de l'annonceur. Donc ça, c'est toujours pour protéger d'autres médias tels que la presse ou la radio. En tout cas, le décret a été fait dans ce sens. Et on a donc une limite de 2 minutes par heure. Évidemment, aujourd'hui, on en est quand même assez loin, Thomas. Et donc, la publicité segmentée, tu peux poursuivre. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, on voit que vous avez un écran publicitaire classique. Donc là, on est en broadcast sur le flux linéaire. C'est du direct, hein, c'est ça qui est important de On est sur bien, du direct, tout à fait. Donc le flux broadcast linéaire, c'est un seul et même signal qui va être envoyé donc, sur l'ensemble des foyers français. Donc on voit que l'écran publicitaire va s'insérer donc autour d'un programme et tout le monde va avoir accès à la même publicité, le même écran publicitaire donc dans lequel vont se succéder différentes marques. Ici, alors, pardon, reviens s'il te plaît sur la définition exacte. Donc le spot segmenté, donc c'est vraiment le film publicitaire qui va s'afficher à la place d'un spot broadcasté, donc, que tout le monde aura vu, et pouvant être différent donc selon le terminal connecté sur le flux. Donc concrètement, c'est-à-dire que dans des foyers, on va pouvoir recevoir un message publicitaire différent. Et si on regarde le schéma suivant, donc on voit toujours ce même écran publicitaire, donc qui est toujours au même endroit donc du contenu du flux live et du programme, donc dans lequel il va s'insérer. Et en fait, cet écran publicitaire, on va enlever, on va substituer par exemple le deuxième spot du flux broadcast et on va le remplacer par un spot dit segmenté qui va complètement aller s'adapter donc au foyer dans lequel il est à ce moment-là regardé dans des conditions vraiment de real time. Donc ce qui fait que d'un foyer à un autre, ce deuxième écran, ce deuxième spot substitué peut être tout à fait différent. Et tout ça avec la qualité de la télé, c'est ça qui est important de noter. Hein. C'est-à-dire que c'est pas avec les temps de chargement qu'on peut avoir parfois sur notre téléphone quand on est dans les transports, où il y a la petite roue qui tourne. Là, la publicité, elle est vraiment cousue dans le flux. Oui, alors tu as tout à fait raison de le préciser, parce qu'on l'oublie un peu, mais c'est une prouesse en fait, technologique réalisée avec les opérateurs. On a travaillé donc, pendant quelques années avec eux, et on a un modèle d'ailleurs qui est assez unique en France, puisque ce sont les mêmes specs et les mêmes normes techniques que l'on a écrites avec les opérateurs, ce qui est différent dans les autres pays, et ce qui nous permet donc d'avoir cette qualité, entre autres. Si on regarde aussi pourquoi c'est intéressant la télé segmentée, alors c'est évidemment très intéressant pour les annonceurs, on va le voir, mais aussi pour les Français. Donc d'après une étude que l'on a menée également l'année dernière, on voit que sur des populations notamment jeunes, donc les 18-24, donc ils déclarent pouvoir découvrir donc plus facilement des marques ou des produits qui leur correspondent. Ça leur permet aussi de soutenir davantage une activité locale ou régionale, visionner des publicités donc plus en adéquation avec leurs habitudes de consommation. Donc ce n'est pas uniquement les 15-24, mais on va aussi jusqu'aux 35-44, vous voyez, avec 37% d'entre eux donc, qui déclarent visionner donc, des pubs qui leur correspondent mieux. Et puis aussi avoir ce sentiment de se sentir plus proche de ces commerçants de proximité ou d'entreprises locales. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir ces verbatims, ces données,
et de pouvoir vous les restituer. Et alors si on regarde donc ce qui s'est passé en 2021, alors qui était donc vraiment la première année de la télé segmentée après le décret d'août 2020, et en 2022, donc on voit que le nombre de campagnes et le nombre d'impressions ont été déjà multipliés par 2 sur le premier semestre 2022 par rapport à l'année totale de 2021. Donc on voit que ce sont des progressions qui sont extrêmement fortes, avec plus 85% d'annonceurs. Et ces annonceurs-là ont une part donc très importante d'acteurs locaux. Donc 59% d'entre eux sont des annonceurs locaux. Alors ça va du tourisme, de l'Office du tourisme du Béarn, en passant par d'autres acteurs locaux, d'entreprises ou de distributeurs aussi, de marques distributeurs. Donc en augmentation aussi de 6 points. Une part du prime aussi, alors qui peut paraître un peu légère par rapport à la part du prime classique, mais c'est parce que le prime n'était pas ouvert sur tous les opérateurs donc en 2021. Et en 2022, ça s'est ouvert petit à petit. Et une part donc, de budget, comme vous le voyez, donc, qui est quand même très accessible, puisque le ticket, il est entre 20 000 et 50 000 euros net pour pouvoir adresser une campagne en télé segmentée dès lors qu'on a un spot de pub. Et le ranking des annonceurs donc, principaux, il est constitué, alors là, on est vraiment aussi, contrairement à ce que tu avais présenté, Thomas, dans un ranking totalement différent de la TV linéaire, puisque là, vous le voyez, les premiers acteurs, donc, c'est le tourisme, donc encore une fois, c'est assez divers, tourisme, restauration, les services, ensuite, et la distribution. Oui, il faut noter que c'est des acteurs qui n'avaient pas l'habitude ni les enveloppes budgétaires pour accéder à la télé nationale. Je prends l'exemple de marques locales, par exemple le CAS, qui n'intéresse que le Pays Basque et la côte atlantique, aujourd'hui pourrait faire de la publicité uniquement sur la région où le produit est consommé. J'avais un autre point sur la télé segmentée, c'est qu'il faut bien comprendre aussi que dans la mise à l'échelle de ce produit, il fallait et il faut que chaque régie publicitaire contractualise avec chacun des opérateurs qui produit et diffuse la télé dans des box au sein des foyers, et que ces box doivent elles-mêmes être avec un versioning suffisant pour pouvoir être compatible avec le système. Compatiblement éligible, tu as raison, donc c'est des box de dernière génération. Et aussi un point important qu'on n'a pas mentionné, Thomas, qui est l'opt-in, puisqu'effectivement, il faut donner son consentement, comme on le fait sur le digital, sauf que là, c'est beaucoup plus, on va dire, transparent, et on le fait pour une durée quand même assez longue. L'efficacité de ces campagnes. Oui, alors, puisqu'on parle de mesures, avec Kantar et d'autres acteurs, donc il n'y a pas de confiance sans contrôle. Donc on est en train de mener des tests d'efficacité de manière un petit peu plus industrialisée que ce qui a été fait là, récemment par des annonceurs et une régie, par exemple, et un opérateur. Donc là, on a mis en place des tests, donc ils sont en cours, des tests de campagne sur des segments donc de population ou des régions, avec différents annonceurs, dont on va pouvoir vous donner des résultats donc, en février-mars. Donc on a des campagnes assez différentes là, qui tournent et qui sont en train d'être testées, c'est-à-dire on a des marques distributeurs, on a une automobile, on a un distributeur spécialisé, on a un acteur de livraison, un pure player de livraison de nourriture. Voilà. Donc il n'y en a pas 36. Donc ces résultats, on en a déjà juste un, et c'est déjà extrêmement enrichissant, et on sera vraiment ravis de les partager avec vous donc aux alentours de février-mars. Et aussi, donc, on a l'ambition de tester d'autres vagues. Donc là, on travaille beaucoup avec les opérateurs actuellement sur l'incrément de couverture, donc cette fameuse couverture à un contact et plus. Et quel est l'incrément généré par la télé segmentée quand elle est jouée en même temps qu'une campagne diffusée en broadcast linéaire? On parle de mesure. La télé segmentée chez Kantar, on a très 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 envie de la mesurer. Alors on ne peut pas mesurer quelque chose qui n'a pas encore commencé à exister et qui n'a pas encore de volumétrie suffisante. Du coup, avant d'aller vers la télé segmentée, on a co-construit avec Isabelle la mesure et ses membres, du coup, la mesure de l'IP télé. Donc, petite question peut-être, qu'est-ce que l'IP télé? Donc, c'est l'IP télé sur l'écran familial en replay, c'est-à-dire quand vous êtes chez vous, vous avez raté une émission parce que vous avez fait des heures sup,
vous allez chercher l'émission, vous allez prendre des pré-rolls, post-rolls, mid-rolls. Toutes ces publicités jusqu'à présent n'étaient pas pigées, il n'y avait pas de veille de ces publicités. Eh bien aujourd'hui on l'annonce. Ça va être le cas et c'est possible. Donc ici, cette mesure, elle va s'ajouter aux mesures historiques de Kantar dans un média qui sera le média IPTV. Il fonctionne avec une collecte de données déclaratives de nos régies, donc membres du SNPTV, dont vous voyez les logos en bas à gauche sur le slide. C'est une très très grande avancée sur le marché, cette veille. Ça fait depuis, je pense, à peu près 5 ans que les annonceurs nous demandent de faire ce travail. Ça n'a pas été facile, mais une fois que le sujet a été pris à bras-le-corps par les parties prenantes, on voit qu'on y arrive. C'est une piste donc, qui est attendue, réclamée par le marché. Elle est enfin disponible. Et je voudrais juste que vous notiez que c'est la première pierre, encore une fois, comme je le disais juste avant, pour l'introduire, c'est la première pierre qui sert de socle pour les autres. Les autres, c'est la télé segmentée, par exemple. Mais on traite donc en priorité ces données déclaratives, principalement envoyées par les régies du marché. Ensuite, on va les harmoniser en les intégrant à notre nomenclature Kantar, qui, elle, est référente sur le marché. Puis, on va restituer ces données dans nos outils à nous, les outils Kantar, mais également chez nos amis, les intégrateurs. Grâce à cette innovation, on va élargir le spectre de veille du média TV et également de celui du plurimédia. Alors ici, on est sur des données, comme on aime aussi comparer, il faut le noter, c'est des données de CPM brut pour cette veille. Ici, les points clés, c'est qu'on commence donc une veille quantitative. La veille qualitative, elle, viendra dans un second temps. Encore une fois, comme je parlais de Pierre, on est en train de le construire petit à petit. C'est extrêmement technique de récupérer toutes ces informations. C'est une veille qui va permettre à tout un chacun de garder une longueur d'avance sur ses concurrents, qui va permettre aussi aux agences / annonceurs de mieux appréhender, cartographier le poids que le replay a dans différentes stratégies médias de marque. Et encore une fois, elle va compléter la connaissance du média historique télé. Cette veille, donc, elle va donner également l'opportunité de pouvoir comparer aussi avec l'ensemble des investissements médias que les marques effectuent sur le marché francophone. En termes de livraison, ça va être de l'hebdo et du mensuel, ça c'est plus technique, mais l'hebdo, hyper important ici quand on veut adapter sa stratégie. Et comme on est sur de l'IP, on est sur du digital, on est sur des choses qui peuvent être actionnées ou désactivées de manière extrêmement rapide et efficace. Et l'avantage, c'est tout simplement que ça n'existait pas. Ça existe et on va permettre de donner de la visibilité. Moi, j'aime bien dire que ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Donc, on commence tout simplement à mesurer ceci. Tout de suite, je vous donne de premiers insights. C'est les top secteurs qui investissent le plus en replay. Ça, c'est des données extrêmement intéressantes. Et par rapport aux données que nous avons vues ensemble précédemment, qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Du coup, ici, on observe que le tourisme-restauration est en numéro 1, suivi de près de l'automobile et du transport, et en troisième position, les services. En termes de nombre de produits et nombre d'annonceurs, je vous laisse découvrir ici, 1728 produits dont la promotion a été faite à travers ces campagnes, pour le compte de 1179 annonceurs. Et quand on le compare avec la télé directe, donc celle où on allume et on est sur du linéaire, on voit qu'on n'a pas du tout la même classification des investissements. Ça, c'est un enseignement extrêmement riche. C'est-à-dire qu'en télévision linéaire, le top 3 est alimentation, distribution, avec l'hygiène beauté en troisième. Et ce qu'on a aussi voulu sortir comme insight, c'est qu'en télévision linéaire, il y a des annonceurs qui sont purs linéaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire d'IPTV de replay. Alors pourquoi ça? Il y a énormément de réponses et de cas différents, de cas de figure différents pour répondre à cette question. Mais le fait que la veille existe maintenant, elle va permettre aux annonceurs de mieux appréhender justement ce pourquoi, de qui y est, qui n'y est pas, parce que jusqu'à présent c'était un écran noir. Et ce qu'on a fait comme travail également, c'est côté IP Télé, d'aller chercher le nombre d'annonceurs qui étaient exclusifs à l'IP Télé, pour des questions aussi de coûts, de créa et d'investissement. Et là, on observe que c'est quasiment 50%, là c'est 49% des annonceurs qui sont exclusifs à l'IP Télé, donc qui, eux, ne font pas de télé directe linéaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vois le temps qui passe et je suis sûr que vous avez plein de questions. On va terminer avec l'avenir du marché de la vidéo. Et surtout, en fait, ici, c'est d'observer
les modifications comportementales des Français par rapport à la consommation de contenu, et derrière, comment est-ce que les offres et les différents opérateurs d'offres viennent mettre du contenu à disposition de ses yeux. Une fois que ce contenu est mis à disposition, mais il suffit de regarder aussi la façon dont c'est commercialisé. Et derrière, il y a les modèles de commercialisation dont on entend parler depuis plusieurs semaines et plusieurs mois au niveau même planétaire. C'est l'arrivée de la publicité potentielle, donc assez rapidement, sur ces plateformes OTT que sont Netflix, Disney+, etc. Du coup, notre mission, pour conclure chez Kantar, c'est de mesurer, c'est toujours avoir la veille la plus exhaustive possible à travers des partenaires technologiques ou des innovations de rupture. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'arriver vers un total vidéo, ça c'est l'objectif final, et sachant que les devices changent. Demain, peut-être dans des voitures autonomes, on va pouvoir consommer du contenu vidéo qui va être financé par de la publicité. Ceux qui utilisent Waze, au moment où vous êtes au feu rouge, vous allez voir des publicités qui viennent s'afficher sur votre écran. Donc la publicité, elle fait partie de notre quotidien. Et du coup, notre objectif, encore une fois, c'est d'aller chercher le maximum de spectre pour répertorier ces publicités, quantifier et les mettre à disposition de tout le marché. Merci beaucoup. Alors, on a un micro-baladeur qui est prêt à accueillir vos questions. Bonjour, Elisabeth Cognier, Madame Benchmark. Je voulais savoir, dans la télé segmentée, quand et comment se fait le consentement? Pardon. Merci. Il se fait en fait dès que l'on démarre la télévision. Donc sur l'écran d'accueil, il y a un message donc, qui demande le consentement et qui est sensiblement le même d'un opérateur à un autre. Donc ils se sont mis d'accord, on va dire, c'est assez homogène. Et le consentement est vraiment, ça tient en une ligne, hein, c'est quand même très très clair. Il n'y a pas de possibilité, on va dire, de fraude au consentement ou d'abus, quoi. Et la deuxième chose, sur le retour d'expérience, vous parlez de 20 à 50 KE. Oui. Et j'ai pas vraiment compris entre le titre et ce que vous avez dit. Ça voulait dire que c'était un minimum pour investir? C'est une part d'investissement par rapport au... Non, non. Alors, il n'y a pas de minimum hein, pour investir. On va dire que les premières campagnes démarrent à peu près à 5 000 €. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement bas. Je parle en net, hein, bien sûr. Donc, les premières campagnes démarrent à peu près à 5 000 €. Et en moyenne, c'est la fourchette que je vous avais fait apparaître. Elle est entre 20 et 50. Et c'est cette moyenne-là, on va dire, qui commence à prendre le pas en fait sur les autres fourchettes d'investissement, tout simplement. Donc c'est juste pour montrer qu'effectivement c'est un ticket qui est quand même extrêmement abordable, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on observe ce succès sur des marques plutôt de campagne, enfin qui concernent des campagnes géolocalisées ou carrément régionales. Et la dernière question, c'est, vous avez dit on enlève le deuxième spot, et donc l'annonceur qui avait son deuxième spot là, il sait qu'il y a une partie des téléspectateurs qui lui échappent? Alors c'est recalculé, mais je vous remercie de cette question, parce qu'on n'a pas, on a hésité hein, avant d'en parler, mais ce n'était pas le point. Mais effectivement, l'acteur, l'annonceur donc, qui est substitué, pour lequel donc, on a enlevé son spot dans le flux broadcast. Qui a acheté un spot segmentable. Parce qu'il faut derrière il faut que la condition de segmentation soit respectée. C'est-à-dire, on va prendre un exemple comme ça entre nous. Je veux segmenter tous les habitants de Paris, Porte-Maillot, qui ont un animal de compagnie. Si au moment où la publicité passe, ce Français ou cette Française qui a un animal de compagnie n'est pas connecté sur son téléviseur, on ne va pas pouvoir substituer le spot. Vous voyez ? Donc c'est toutes ces conditions, et ça fait énormément de conditions à respecter pour ensuite venir decrease, comment on dit en français, diminuer la couverture sur cible du spot initial acheté par l'annonceur. Voilà, tout à fait. Et donc ça on l'a mesuré, on a mis en place donc une mesure avec Médiamétrie. Effectivement, donc l'annonceur qui est substitué pour pouvoir pousser un autre message donc personnalisé. C'est cet annonceur-là, donc qui est plutôt un annonceur traditionnel, son audience va être corrigée, puisqu'effectivement l'écran, donc cet écran-là, enfin ce spot-là aura
disparu au profit donc d'un spot segmenté. Et juste, j'ajoute, c'est une réalité aussi qui est importante, à la fois technique, mais aussi de mesure. Actuellement, en télévision segmentée, ne sont substitués que des spots dont les formats sont strictement soit 15, 20 ou 30 secondes. Puisque sinon, on ne peut pas à la volée, vous comprenez bien qu'à la volée, on ne peut pas substituer n'importe quel format. Donc pour l'instant, c'est possible que sur ces 3 formats-là, mais c'est évidemment des progressions, je pense, qui vont se faire au fil de l'eau et en fonction de la demande, hein, bien sûr. C'est pour pas que vous voyez le but en avance par rapport à votre voisin, vous voyez. Non, un aspect aussi important qu'on n'a pas mentionné, mais comme vous ouvrez le sujet, je vais le mentionner, c'est que ça fait quoi, 18 mois que Kantar est déjà acteur pour ce type de mesures, mais dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas la promotion, mais on est au quotidien avec justement ces données de spots segmentables pour ensuite que les acteurs agences qui vont mesurer les taux de couverture sensibles puissent justement appliquer le correctif grâce à nos données. Mais ça, c'est quelque chose, voilà, dont il n'y a que vous qui le saurez. Il y a une question juste derrière vous. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc là, c'était assez axé marché français. Et si on regarde par exemple d'autres marchés comme la Chine ou les États-Unis en termes de consommation télé, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui peuvent différer de la France ou pas? Ou par exemple pour la télé connectée qui est assez importante dans ces marchés-là, niveau personnalisation, niveau expérience, niveau image de marque dans les publicités, etc. Est-ce que vous avez fait des études dessus ou des enjeux en tête ou des grandes tendances qui se distinguent? Oui, alors aux États-Unis, pour vous donner une idée, déjà la durée d'écoute, elle est plutôt à peu près autour de 5 heures. Donc on est quand même encore extrêmement loin. Alors ça prend évidemment toute la durée d'écoute, hein, le replay y compris. Et donc aux États-Unis, donc on ne parle pas de télé segmentée, puisqu'en France on adresse donc des segments de foyers, hein, donc qui correspondent donc soit à des bassins très géolocalisés ou soit des segments d'âge. Ou de CSP également. Mais aux États-Unis, donc on est vraiment, la data, elle va jusqu'à l'individu, donc ce qu'on ne s'autorise pas en France. On va vraiment toucher un segment de population. Et l'addressable TV, donc aux États-Unis, la grosse différence, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est plutôt technologique également, puisqu'elle va se faire en fait d'un opérateur avec un distributeur de contenu, c'est-à-dire un éditeur de contenu. Ce qui fait que les normes ne sont pas les mêmes, etc. Donc pour en fait faire une campagne de télé segmentée, il faut contracter en fait plusieurs fois parce que les specs techniques sont différentes, etc. Mais sinon, je crois que la qualité maintenant est la même. Il y a eu pas mal de loupés au départ, mais je crois que maintenant c'est l'expérience, on va dire, téléspectateur est tout à fait invisible et sans couture. Merci. On a encore 5 minutes si vous avez des questions brûlantes. Oui, on m'entend. Merci du coup, effectivement, pour la présentation. Moi, j'avais une question. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si complexe, finalement, de mesurer l'impact en IPTV. Du coup, je me dis, est-ce que pour la télé segmentée, on aura les mêmes problèmes pour mesurer? Quels sont les écueils qu'on va avoir? Est-ce que techniquement, ce sera aussi extrêmement complexe? Ça prendra des mois et des mois pour développer des mesures. Je vais faire l'analogie du vélo. C'est vrai que le premier coup de pédale, il est très très difficile. Et là, c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années avec l'ensemble du marché. On a le temps un petit peu, mais on a essayé de passer par des solutions techniques, des solutions technologiques tierces, des solutions qui seraient comment dire, comme des multiprises à laquelle on serait nous branchés juste au côté de la prise. Mais finalement, l'harmonisation ne fonctionnait pas. Parfois, dans des choses très bêtes, hein, une virgule n'est pas acceptée comme un point n'est pas reconnu comme une virgule. C'est des choses bêtement techniques comme ça, mais sur des volumes de milliers et de milliers de données. C'est le fameux grain de sable qui bloque l'engrenage. Du coup, tout cet apprentissage, toute cette courbe d'apprentissage qu'on a fait depuis X mois et voire années plutôt, c'est quelque chose. Maintenant qu'on a essuyé ces plâtres, on a le cuir de la peau qui est plus épais là-dessus. Donc on est à un niveau où on sait beaucoup plus vite où aller, comment, où ne pas aller surtout. C'est un grand apprentissage. Et du coup, pour nous, la télé segmentée, finalement, ça va être de la même manière qu'on récupère la donnée
de l'IPTélé, qui est complexe, hein, parce qu'il y a des indices durés, il y a des histoires... je pourrais vous inviter dans une de nos réunions, ça serait incroyable. C'est très compliqué en réalité, comme vous l'avez compris et comme vous venez de le dire. Et pour la télé segmentée, finalement, ça ne sera qu'une pierre en plus à poser. Mais une fois qu'on a basé et creusé les fondations, finalement, il ne s'agit que d'élever la cathédrale. Voilà. Donc ça sera plus simple, en vrai. D'accord, merci. Mais je crois qu'on a fait le tour. Merci à toutes, merci à tous. Très bon après-midi, un beau printemps des études, un bel automne et un bon week-end.